J'avais tellement peur de. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai peur de prendre la grosse tête. Donc, je réfléchissais plus aux défaites qu'aux victoires. Je fêtais même des fois même plus les défaites que les victoires. Là, lui, il arrive avec l'oreiller, le massage. Je trouve que c'est voilà, on a envie de le voir perdre, on a envie de le voir gagner, comme on a envie de voir, comme on a envie de le voir se faire déglinguer. C'est tout. Peut-être perdu de l'argent ce soir-là. Je m'en calisse. Et par contre, je suis rentré dans le cœur et la tête des Japonais. Moi, j'avais prédit à Fernand quand on était à Vegas. Je lui ai dit, est-ce que tu lui as fait signer un contrat? Il m'a dit non. Brotherhood. Je lui ai dit, il va partir. Je lui ai dit ça 15 jours avant qu'il fasse ça. Je veux mettre en place, je veux mettre en avant les amateurs. On ne peut pas parler d'un tronc si on ne voit pas les racines. Ils ne se voient pas. Avec le fer de lance en France de kickboxing ne m'a jamais appelé. Ils m'ont largué tomber quand j'ai une histoire avec la FLD là, pour le truc de dopage. Dans la vie, comme dans la cage, dans le ring, dès qu'il y a une once d'oxygène, il y a une possibilité. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous une légende des sports de combat, Jérôme Le Banner. Jérôme, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Pour un mois de décembre assez pluvieux ici en Normandie, ouais, ça va très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Jérôme, à quel moment dans ta carrière de sport de combat et même dans ta vie en général, tu as compris que tu avais des compétences, des prédispositions qui faisaient que tu allais faire quelque chose de grand dans les sports de combat? À quel moment je me suis compris que j'avais des prédispositions? Jamais. En fait, jamais. C'est marrant ça, c'est ce que tu me dis, mais non, jamais en fait. Les résultats parlaient pour eux. Et en fait, j'avais tellement peur de. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai peur de prendre la grosse tête. Donc, je réfléchissais plus aux défaites qu'aux victoires. Je fêtais même des fois même plus les défaites que les victoires. Et donc, ça fait que. Non, j'ai pas pris. Enfin, non, même pas. En fait, j'ai l'impression d'être né pour ça. Tu vois? Et j'ai pas pris conscience. C'est un peu. C'est un peu comme si tu te lèves un matin puis tu as vraiment envie d'être boulanger, tu vois. Ouais. Les mecs se lèvent tous les matins, tout, ils se disent bah tiens, j'ai des prédispositions à me lever le matin, mais tu n'as pas des prédispositions à être boulanger, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'était acquis, c'était intrusif cette carrière. Je pense que c'était une vocation. C'était pas une ambition, c'était une vocation. Ouais, il n'y a pas eu un moment où tu te dis ça a été directement quand tu as entamé les sports, c'est venu naturellement. Il y a peut-être un moment où je me suis fait virer, j'étais au lycée agricole, parce que j'aimais le monde. Enfin, moi, je voulais être dans les eaux et forêts, je voulais être à bord d'une voiture verte et mon chien à l'arrière, et puis parler aux arbres, les serrer dans mes bras, et puis ne pas parler aux gens. Donc ça, c'était ça mon truc. Donc à un moment donné, où est-ce que je me suis dit, bah tiens, on va garder ça pour plus tard. La forêt, on ira plus tard. Et je vais me lancer j'étais déjà dans le. Parce que à l'âge de 6 ans, j'étais déjà dans le judo, le karaté, tout ça. Et à 18 ans, j'avais le droit de faire la boxe américaine, enfin kickboxing. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah tiens, où j'ai performé un peu, puis je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être en faire mon métier. Peut-être. Et puis en fait, tout s'est fait naturellement. Je me suis fait virer de l'école exprès. J'étais sur Paris, je dormais dans le métro. J'avais été voir Daniel Renaisson, j'avais été voir le collègue à Dominique Valera qui me disait non, continuez les écoles, monsieur Le Banner, vous êtes un poids lourd, français, blanc. Non, vous n'allez pas réussir, monsieur Guy de Graine. Continuez à faire des gribouillis, mais des dessins, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là où je me suis peut-être dit, vas-y, continue dans ce chemin-là. Mais je me suis jamais dit, ouais, j'étais pas du chemin. Moi, on m'a cassé. J'étais pas souple. J'ai travaillé dur. J'ai travaillé très très dur pour y arriver. Donc, j'ai pas au début des prédispositions pour y arriver. Non. Voilà. C'est intéressant d'avoir ton point de vue, de nous expliquer comment tu es arrivé, toutes les préjugés qu'il y a eu sur toi et que derrière tu les as gommés d'un crochet dans ta carrière de combattant. Ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que il y a ce fameux combat face à Ernesto Hoost, cette fracture du bras. Tu poursuis malgré tout. Ouais. Est-ce que tu dirais que cette défaite, on va dire dans cette grisaille,
le rayon de soleil que tu as eu, ça a été cette reconnaissance, le fait d'être rentré dans le cœur des Japonais. Ah, comment? Ah, ça m'a valu. J'ai perdu de l'argent. J'ai peut-être perdu de l'argent ce soir-là. Je m'en calisse. Et par contre, je suis rentré dans le cœur et la tête des Japonais. Ça, c'est clair. C'est ce que j'aurais voulu le faire. J'y serais moins bien arrivé. Et ça, ouais, cette victoire-là m'a valu le roi sans couronne et puis d'être dans le cœur des Japonais. Et encore maintenant. D'ailleurs, j'y suis retourné au mois d'août. Écoute, non, on est toujours présent. Tu vois, c'est quand même marrant d'ailleurs. Même des gosses de 20, parce que en plus là, je combattais dans un truc un peu caritatif où c'est des rounds de 1 minute où je rencontrais un ancien rugbyman, non, un ancien mec pas du ONMC, enfin Pride, enfin je sais plus quoi là. Et c'était marrant parce qu'en fait, les jeunes le lendemain, c'était les jeunes entre 14 et puis 21 ans qui m'arrêtaient dans la rue, dans le métro. Alors qu'avant, c'était des jeunes, enfin, maintenant, c'était plus des jeunes de 40 ans, 50, mon âge, et puis même pour 60 ans, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Et donc, non, je suis très content d'avoir perdu face à vous, bien sûr, bien sûr. Bien, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que face à Ernest Hous, il y a eu tout au long de ta carrière cette rivalité, 5 combats, Ouais. 2 victoires pour toi, 3 pour lui. Est-ce que tu dirais que ça a été ton plus grand rival? Oui. Et on a fait un stage ce week-end à Strasbourg, grâce à Fabien. Et puis, on était là et il racontait des anecdotes. Lui, il a 54 ans, 55 ans. Tu vois qu'il a vraiment fait des gros combats aussi, tu vois. Il boite et tout. Mais il est excellent. Il me faisait penser un peu à Johnny Hallyday. Quand on disait, oui, Johnny, il est dans l'avion avec le masque à gaz et tout ça. Puis que dès qu'il arrive sur scène, c'est Johnny. Et, tu vois, et là, c'est pareil. Le mec, il se dandine. Tu vois, il a mal un peu, il avait mal à la main et tout. Et dès qu'il arrive sur le tatami, mec, c'est quelque chose. Donc, ça. Et puis, donc, j'ai vu aussi la grande finesse qu'il a quand il parle de nous, tu vois. Parce que c'est vrai qu'on s'est détesté à un point dans les journaux et tout, mais c'est même moins que maintenant, mais c'était peut-être plus viscéral. Mais que maintenant, c'est un peu du trash talk, tout ça, c'est un peu du. Je dirais que c'est un peu faire le buzz, même j'irais plus pour faire la bouse, et la grosse bouse. Et là, ce week-end, j'ai vu quand il parle de notre rivalité, moi et lui, on a un grand respect. Grand respect. Grand respect. Et donc, c'est ça qui est beau. Ben c'est ça, exactement, parce que toutes ces guerres que vous avez menées, derrière, vous avez aujourd'hui ce rapport de proximité où vous échangez sur tous les deux vos carrières. Je pense que c'est magnifique de se retrouver après toutes ces guerres. Toi, tout au long de ta carrière, tu as pratiqué beaucoup de sports de combat, le Muay Thai, le pied-point, tu as aussi également été à la boxe et le MMA. Est-ce que le MMA, ça a été une volonté de ta part ou on t'a poussé vers ce sport-là? Parce que quand même, il y a ce combat en 2001 face à Yasuda Alenioki Bombaye. Est-ce que tu pourrais nous dire si ça a été une volonté de ta part ou on t'a un peu plus poussé? On m'a poussé. En fait, quand on repart back in the days, c'est en arrière, ils avaient poussé un petit peu au paroxysme le fait qu'on s'était un petit peu foutu de la gueule d'un match c'était Rickson Gracie qui combattait un japonais, d'ailleurs qui est au Rising maintenant, le patron du Rising. Et en fait, il s'est mis pendant une demi-heure, c'est un round d'une demi-heure, et il s'est roulé par terre, il n'y avait pas de coups, tout ça. Ils nous prennent comme ça à chaud, à froid quand on sort du Coliseum, là. Et puis, moi, j'en ai écouté $1 million pour ça, le mec qui se roule. Et puis, on a fait tout un pataquès, des machins, j'aime pas ceci, j'aime pas ça. Donc après, moi, je devais combattre contre Fujita. À la place, ils ont mis à ma place Mirko Kokop, parce que moi, j'étais le fer de lance du K1 à l'époque. Donc, ils voulaient pas que je me rétame. Donc, ils ont mis Mirko, qui a super bien joué le jeu, qui avait même gagné sur un genou en pleine tête à Fujita. Et après, ils ont fait le Inoki Mumbaye, où il y avait le mec de Lions Den qui était là, comment il s'appelait, Ken Shamrock, qui est venu chez moi pendant 15 jours. Mais en 15 jours, t'as pour rien. En fait, c'est juste pour la com. En fait, on ne savait rien. Moi, comme il y avait aussi le français Cyril Abidi, qui avait rencontré Don Fry, donc on ne connaissait rien, tout au sol. Et on y a quand même été parce que c'était le fun. Mais bon, non, c'est on peut même croire que c'est du fake parce que taper sur ça, enfin voilà, j'ai juste appuyé le coude. Et on ne savait rien parce que nous, on était vraiment dans notre kickboxing. Et puis on voulait pas qu'on gagne. On nous mettait un petit peu comme
comme les faire valoir, tu sais, pour Oui. faire passer d'autres gens, c'était rigolo. Ben c'est, Et après, je me suis mis plus là-dedans. Après, je me suis entraîné avec Christophe Milou, surtout Gilles Larsen, qui est toujours mon frère de guerre, mais là, Christophe Milou, il habitait chez moi. Gilles Larsen, il habitait chez moi. On était cuit tout le temps, ensemble. Donc, le soir, on faisait ça tous les jours. Il y avait aussi Fabrice Bernardin, il y avait Anthony Rea, qui était là tout le temps avec Christophe Milou, qui faisait des allers-retours avec, au Canada, à Montréal, chez GSP, chez Georges, et puis qui revenait ici pour les entraînements, que j'ai fait combattre. J'ai fait combattre aussi les Mathias Riccio, les Damien Riccio, paix à son âme, qui était un grand précurseur qui était un des gros précurseurs du MMA à l'époque. Damien Riccio, enfin, faut se rappeler un peu ce mec-là qui a défié des Gracie chez lui à Perpignan. Damien Riccio, mon pote, si tu me regardes, là-haut, c'était un mec extraordinaire. Mathias, son frère, c'est pareil, c'était des guerriers Anthony Rea, pareil, Mikros pareil. C'était vraiment, et voilà, donc j'ai tous ces mecs-là qui étaient autour de moi, et puis bien sûr, on s'entraînait, bien sûr. Ben c'est incroyable d'avoir tous les détails de ton histoire avec le MMA de tes débuts. Et justement, en 2022, à 48 ans, tu effectues ton premier combat de MMA en France. Ça a été quoi cette sensation de revenir au MMA et qu'est-ce qui t'a poussé à revenir au MMA, notamment au MMA GP? Ah bah, Abed, déjà, je trouve que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. J'aime beaucoup humainement, voilà. J'aime beaucoup sa femme. J'aime aussi son beau-père, tout ça. Donc, il y a un petit peu. Et puis, il était enfin, il connaît un peu l'histoire, tout ça. Donc, il était un peu. C'est marrant parce qu'il y avait des gros combattants qui étaient à côté de lui. Il avait mon t-shirt, c'est bon, c'était rigolo. Parce qu'il a commencé par le kickboxing, donc c'est normal. Puis, on a aussi un certain âge. Donc, il était plus karaté Bushido et DVD que Internet. Et puis, les les réseaux fécaux, quoi, tu vois. Donc, c'est clair que là, quand il me parle, on se comprend. Et donc, Abdel, j'ai voulu faire ça pour lui parce que, et en plus au Havre, parce qu'il faut savoir que c'est quand même Édouard Philippe, il faut savoir qui a œuvré, en fait, en loose day, parce que il est entraîné par mon entraîneur Majid Naza, qui est venu adjoint au maire au Havre. Et à l'entraînement, quand on est du Japon, des États-Unis, moi je donnais toujours une paire de gants, des élastiques pour les entraînements à Monsieur le maire, comme je l'appelle toujours. Et un jour, donc, tout seul, il a quand même œuvré pour à démocratiser le MMA en parlant à la ministre des Sports. Donc, pour moi, c'était un petit peu utopique, hein, un peu une chimère de faire valoir ce sport et puis de l'emmener au Havre jouer, être le premier à emmener une cage au Havre par le biais d'Abdel et le MMA GP. Voilà. Ben, c'est intéressant. Et puis, toutes ces anecdotes avec Monsieur le maire, j'avais lu les informations qui s'entraînaient, que tu lui donnais quelques conseils, donc Ouais. c'est très intéressant. Ah bon, en fait, puis même des fois, on peut disparaître, je te le dis. Hein, voilà, donc il y a des choses que je dis, puis des choses que je dis pas. Mais non, ce que je peux dire, c'est que je veux pas dire qu'il a une bonne droite, machin, mais je peux dire qu'il a un bon crochet du gauche et puis il aime ça. Et il aime ça. D'accord. Honnêtement. Et moi, je suis apolitique, moi. Hein. Et justement, en MMA ou MMA GP, tu effectues deux combats que tu remportes à la limite. Face à Vicic par soumission et Ali, tu par TKO. Quel souvenir tu gardes de tes années MMA? Ah bah moi, j'ai commencé le MMA en 2001. avec Bob Sapp, ouais, 2001, j'ai même rencontré un Coréen japonais qui était champion du monde UFC, tu vois. J'ai rencontré aussi le mec qui était du Cage Warrior aussi, le portoricain. Non, je fais ça ça fait plus de 20 ans tu vois, que je pratiquais le MMA, mais c'était au Japon, tu vois. J'ai rencontré même un Ruskov qui faisait 150 kilos, qui prenait une pomme, qui pétait ça dans les mains, et puis qui faisait des bras de fer, et puis qui te tordait le cou. T'avais l'impression qu'il te mettait ta tête dans ton cul. Hein, ah ouais, sous tes baloches, tellement qu'il avait une patate, une pression. Donc non, j'ai fait ça en dilettante, c'était pas non plus. Il n'y a pas ce côté maintenant, et d'ailleurs tant mieux d'ailleurs pour ceux qui arrivent, côté on va comme les gens qui font le KSW et qui font le ONFC et puis qui vont aussi à l'UFC, il y a une belle panel, tu vois, et même l'ARES, tu vois, qui est une belle plateforme pour être en devenir, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que je retiens? Je me suis bien amusé. Et puis pour moi, de mettre ça au Havre, d'amener la cage au Havre, c'était aussi de dire voilà, d'ouvrir un peu une frontière. Voilà.
Bah, c'est intéressant. Et est-ce que tu dirais que, tu sais, depuis que la légalisation du MMA est arrivée en France, on a eu beaucoup plus de clubs qui sont ouverts, des combattants sont arrivés un petit peu de partout. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, dans un certain temps, la France deviendra une nation incontournable du MMA? Non, 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 non. Non, je pense que non. Non, écoute, je pense pas, non. Je pense pas. Dans les médias, regarde, moi je te le dis, hein, je suis co-organisateur du KOF, tu vois. On a beaucoup plus de problèmes à trouver des sponsors pour le MMA qu'en boxe anglaise, mec. Les gens, le MMA, on en parle, oh, ça fait des fake news, ça fait le fait divers, mais pour l'instant, ça ne prend pas. Les gens qui ont de l'argent ne mettent pas là-dedans, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Moi, je suis avec l'organisateur Jean Bouffard, on était même stupéfait que alors si peu de sponsors, tu vois. Le mec, Jean Bouffard, il œuvre parce que derrière, il a une société d'entertainment, et heureusement, mais franchement, il dit putain, je suis en boxe anglaise, on arrive à récupérer de l'argent. En MMA, niet, walou. Et Donc, Tony, en France, donc je me dis, il va falloir démocratiser le truc. D'ailleurs, il démocratise tellement le MMA, sert un petit peu aussi au kickboxing et ça lui aussi à la boxe anglaise. Ça se démocratise. On voit des avocats, on voit des hommes politiques, on voit des cuisiniers, on voit des gens de ce qu'on appelle l'échelle sociale différente de l'ouvrier, de base qui va faire de la boxe anglaise, le MMA ou le kickbox, mais là, on voit vraiment des classes sociales un peu au-dessus de la moyenne se retrouver dans les salles parce que les salles sont plus propres. Hein, d'ailleurs, les salles sont propres. Il y a un peu du noir, de l'or, du rouge. Tout est propre, tout est clean. Et donc, c'est plus les salles de boxe anglaise ou de kickbox qu'on connaissait dans les gymnases pourris. Donc, ils ont démocratisé le truc. Donc, le sport avance. Le MMA avance, même dans la condition physique, tout ça, la préparation physique. Donc, je me dis, est-ce que les Français sont prêts regarde, dans les journaux, là, je pense que moi, si j'étais Daniel Ouarin et puis Benoît Saint-Denis, c'est bien ce qu'il fait de se mettre au vert au niveau médiatique parce que, alors, regarde, ils ont tellement pris la tête qu'à la fin, le mec, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à avoir les médias qui nous suivent, machin, comme aux États-Unis, les Américains. N'importe quel Américain que tu prends dans la rue, le mec, il sait se passer devant une caméra, il a l'instinct de connexion avec les gens, tout. En France, ça commence, mais non, ouais, j'espère qu'ils vont me faire mentir, honnêtement. Mais là, non, je vois, non, non, on est représentatif du coq, hein, le seul animal qui peut chanter dans la merde. Donc ça c'est bien, mais je te dis à un niveau, quand on arrive au haut niveau, même pour moi, hein, quand je suis toujours passé à la place du. Quand il y avait la place du premier, voilà, je suis passé à côté. Et en plus, il y avait une toute petite déferlante médiatique. Mais alors, eux, moi, j'aimerais pas être à la place de Benoît Saint-Denis ou de Selgan ou des autres. Hein. Oh putain, moi, j'aime faire mes courses tranquilles et qu'on me fasse pas chier. Hein. Putain. ben, c'est bien que tu nous donnes ton avis. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu nous as donné une petite information, le KOF. Comment s'est fait cette collaboration? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu vises avec cette organisation? Alors, moi, enfin, on s'est rencontré avec Jean Bouffard quand on a fait la grosse prestation donc, au Havre au mois de mai 2014-2015, je ne me rappelle plus, où il y avait le stade, enfin, le hall était rempli, il y avait encore plus de 1000 personnes qui attendaient dehors, ils n'avaient jamais vu ça pour n'importe quel concert ou un humoriste, ou homme ou femme humoriste, ils n'avaient pas vu savoir, donc et Jean Bouffard était l'investigateur de ça. En plus, après, il y a eu Majid Nassa qui avait œuvré et aussi d'autres gens qui avaient œuvré à l'époque pour que ça se fasse. Et donc, Jérôme, on est resté toujours en contact parce qu'il est dans l'haltérophilie, il aime la boxe anglaise, il aime aussi le jiu-jitsu, le wrestling, enfin la lutte et tout ça. Et à un moment donné, il y a un moment, il me dit écoute, pourquoi pas, il me dit t'as fait savoir et tout, super, machin. Aucune animosité avec Abdel, d'ailleurs, faut pas. Et puis, il m'a dit écoute, moi j'ai des amis à Rennes, pourquoi ne pas le faire à Rennes? Et tu m'aides pour trouver un petit peu la carte et puis d'être un peu le fer de lance. Je dis ok, pas de problème. Par contre, je voudrais par exemple qu'on mette une compétition un combat ou deux de grappling, tu vois, comme on fait aux États-Unis. Ouais. Comme je vois, mettre des micros là où il faut pour faire participer les gens, pour faire un peu plus réagir les gens, comme j'ai vu au Japon. J'ai plein de petites idées, et là, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, et on va faire beaucoup plus
combattre les locaux, comme je fais pour ma fédération. J'ai créé une fédération de kickboxing, et bientôt aussi même on va remettre la boxe américaine avec certaines nouveautés, parce que de ce que j'ai vu aux États-Unis, parce que de ce que j'ai vu au Japon, je fais une espèce de mix et je vais essayer de faire quelque chose pour le full contact. Je pense qu'on avait des grands foulards à l'époque, et je pense que ça va plaire, d'accord. J'ai vu une année à la Fight Night à Saint-Tropez avec Alain Petrouc, le pionnier du Kyokushinkai en France. Il avait 2-3 idées que j'ai vu qu'il a fait. Ça m'a plu, et donc on va remettre un peu le full contact avec la fédération et Anthony Zera de l'UFSC. On va faire ça. Et je veux mettre en place, je veux mettre en avant les amateurs. On ne peut pas parler d'un tronc si on ne voit pas les racines, ils ne se voient pas. Les racines, pour moi, c'est de l'amateurisme. Les amateurs, il faut leur donner une place. Demain, dans la fédération des autres, là, qui sont, comment on appelle ça, la FFKM, des DADA, voilà, tout ça, eux, ils font des. Regarde, le mec qui gagne la coupe qui combat en régional, il perd, il ne combat plus de l'année. Nous, on est en train de faire la coupe de Noël, on fait la coupe de je sais pas quoi, la coupe de champagne, enfin tous les trucs, tu vois, pour motiver les jeunes, les garder en action et qu'il y ait une vie dans leur salle d'entraînement. Que la maman vienne, que la grand-mère vienne, que le grand-père vienne. On va essayer de faire ça festif, et puis engageons aussi pour que les jeunes s'engagent, garçons, filles ou autres, voilà, se trouvent dans un cercle de combat. Il faut qu'ils soient maintenus en action. Sinon, et pourtant, on a de très bons jeunes. J'ai vu deux jeunes là, putain, des fusées. Ils ont 12-13 ans, dont un qui s'entraîne avec François Aurac à Rouen, un autre qui s'entraîne, où j'ai fait un stage il y a pas longtemps à Argelès. Putain de merde. Merde. Voilà, si ces gosses-là, tu ne les fais pas boxer régulièrement, même grâce à François, donc ils vont combattre en Angleterre et tout ça, et tout le monde n'est pas François Aurac, je m'excuse, mais donc, il en faut des compètes. Donc moi, je trouve que la FFKM, d'ailleurs, qui m'a jamais, alors que j'aurais pu être le fer de lance en France de kickboxing, ne m'a jamais appelé. Ils m'ont largué tomber quand j'ai une histoire avec la FLD là, pour le truc de dopage où ils n'ont jamais sorti un papier comme quoi que j'avais de la testostérone en plus de machin. Ils n'ont jamais pu rien sortir parce qu'il n'y avait rien, tu vois. Et donc, eux, ce qu'ils m'ont aidé, non, tout le monde m'a enfoncé. Donc voilà. Donc j'ai ma petite revanche. Donc je prends ça très très au sérieux. La fédération de kickboxing, c'est de là que je viens. Et voilà, je vais tout faire œuvrer pour que les gens soient contents et faire grimper l'amateurisme. Ben, franchement, c'est très intéressant que les sports de combat bénéficient de ton expertise, mais aussi de ton expérience. Tu es passé par les plus grosses organisations, tu as vu énormément de choses. Je pense que ça peut être très intéressant. Et justement, dans ton parcours de combattant, tu as aussi été le partenaire de Francis Ngannou. Tu l'as vu évoluer, tu t'es entraîné avec lui, tu as voyagé avec lui également à l'UFC. Comment tu peux expliquer le fait que Francis ait eu tout ce succès à son départ aux USA et pas en France? Parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est aux États-Unis qu'il y a la lumière. Ici, en France, on est bon pour, tu sais, faire. Je vais parler encore en allégorie, mais la théorie de la caverne, mais je vais parler en image. C'est-à-dire qu'ici, on est bien. Je pense qu'on a les disponibilités. Donc, pour faire, tu sais, quand on met une petite graine et que la petite plante, la pousse, tu vois. Et après, cette plante-là, tu la mets en terre et ça va donner une belle plante. Une betterave, un potiron, quelque chose. Je pense que à un moment donné, il faut partir aux États-Unis pour avoir cette lumière. Voilà, cette lumière que. De toute façon, Francis, il était obligé de passer par les États-Unis. Il était obligé de passer par les États-Unis. Moi, j'avais prédit à Fernand, quand on était à Vegas, je lui ai dit, est-ce que tu lui as fait signer un contrat? Il m'a dit non. Brotherhood, je lui ai dit, il va partir. Je lui ai dit ça 15 jours avant qu'il fasse sa valise. C'est juste avant son combat à Detroit face à Overeem. Et j'ai dit, il partira. Je le sentais gros comme une maison. Voilà. Donc, il a bien fait. Il a bien fait. Et Fernand, voilà, c'est quelqu'un de. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je connais un Fernand que les autres ne connaissent pas. Et donc voilà, il aura toujours always on his back. Et est-ce que tu es surpris par
tout ce qu'il a accompli, le fait d'avoir été champion de l'UFC, ensuite son combat face à Dana White qu'il a remporté, sa signature au PFL, devenu ambassadeur du PFL Afrique, son combat face à Tyson Fury et cette réussite incroyable. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a surpris? Ah non. Non, 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 non. Non, c'est comme les gens me disent, oui, il a gagné contre Fury parce qu'il l'a mis au sol, il a fait goûter, enfin, il a mis son cul par terre. Oui, mais pour moi, non. Au niveau de la règle de la boxe anglaise, c'était à lui d'aller chercher le champion. Et c'était à lui d'avancer. C'était à lui de mettre la pression. C'est le champion qui met la pression. Grâce à son lance, tout ça. Donc, moi, j'aurais mis un match nul. Mais non, non, je ne suis pas surpris de la performance de Francis. Je sais très bien. Enfin, oui, peut-être au niveau de la longueur. 10 rounds, je me suis dit, putain, le mec, il a bossé. Mais il était un petit peu en retenue. OK, parce que face à un mec qui a l'expérience de Tyson Fury, l'expérience de je ne sais plus comment il a, le mec, putain, il a fait. Non, il a démontré que quand on veut, on peut. Voilà. Puis non, et avoir ce petit je ne sais quoi qui fait qu'il pourra passer toutes les portes toutes les portes qu'il y aura sur son chemin. J'en suis sûr, certain. Et je suis pas surpris qu'il ait gagné comme ça face à Fury. Enfin, pour moi, tu vois, c'est pléonasme, enfin, c'est le lapsus révélateur, toi, quand je dis il a gagné, tu vois, mais bon, voilà. Et un autre combattant qui est ici du P-Point, qui fait beaucoup parler de lui, quelqu'un qui parle énormément, mais qui assume beaucoup également, Cédric Doumbé, qui a fait sa transition en MMA, 5 combats, 5 victoires avant la limite. Tu penses quoi de sa transition vers le MMA et jusqu'où tu le vois aller, toi? Alors, jusqu'où je vois aller? Je vois aller loin, moi. Ouais, je vois aller loin aussi. Hein. Ouais, je vois aller loin. Parce que dans les points, je suis entraîné un petit peu avec lui. Non, non, dans les points, il y a ce petit je peux t'éteindre, j'éteins la lumière, je mets sur off rapide. Non, non, je pense qu'il va aller. Je pense que mais ouais, écoute. Ouais, je pense qu'il va aller loin. Ouais, je pense qu'il va aller loin. Ouais. Parce que c'est un fer. On ne sait pas, mais c'est un travailleur. C'est un travailleur. Il pense pas tout ce qu'il dit, mais il fait tout ce qu'il pense. Donc ça, c'est bien. Non, je pense que ouais, puis je souhaite d'ailleurs. Je souhaite d'ailleurs pour la femme qui est à côté de lui, que j'aime beaucoup, c'est un moment, et c'est une femme extraordinaire. Donc non, oui, j'espère qu'il va aller loin. Ouais. Après, je parle du combattant, il fait du trash talking. C'est bien, justement, c'est bien. Ça commence un petit peu à me faire mentir de ce que je disais. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on voit un peu ce genre de choses. Là, lui, il arrive avec l'oreiller, le matelas. Je trouve que c'est. Voilà, on a envie de le voir perdre, on a envie de le voir gagner, comme on a envie comme on a envie de le voir se faire déglinguer. C'est tout. Ben, c'est exactement ça. L'essentiel, c'est qu'on puisse parler de lui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lui, il assume derrière. Et puis, ses combats. J'aime beaucoup son agent, il me fait rigoler. J'aime beaucoup son agent, enfin, son agent, son pote qui lui tient les plaques, qu'on appelle Métrine. J'aime beaucoup. Et justement, en parlant du MMA français, aujourd'hui, quand tu regardes le paysage français, tous les combattants qu'on a en France, ceux qui sont dernièrement exportés également à l'UFC, est-ce qu'il y a un combattant particulier qui t'impressionne? Celui que tu te dis, merde, il y a quand même quelque chose de costaud là. Imanov, Nassourdine. Nassourdine Imavov. Ouais. Nassourdine Imavov, je pense qu'il va aller très loin. Bon, Saladin Parnasse, bon, lui, il est déjà. Ça, il est déjà là-haut, au Zénith. Qui c'est qui va monter? Oh, il y a beaucoup. Hein. Non, on a une bonne écurie. Hein. Non, franchement, ouais. Même à l'époque du kickboxing, boxe taille, hein, il y avait pas mal de bons mecs. Hein. Bon, après, on était un petit peu arrêté avec les Hollandais. Là, je pense que toute la catégorie Doumbé, même, oui, franchement, Benoît Saint-Denis. Mais après, ouais, je pense que là, nous, c'était les Hollandais. Dès qu'on savait qu'on allait rencontrer un Hollandais, on savait qu'on allait passer un mauvais quart d'heure. Eux, c'est les Daghestans. Ouais. Daghestan, c'est la merde. Ça risque de. Voilà. Donc, je pense que quand Cédric aura passé la porte du Daghestan et qu'il ira directement en Russie, bon, il faut passer par le Daghestan. Quand tu survoles ce pays, bon, voilà, tu sais. Tu sais si c'est à ta place in the cage or not. Voilà. Donc, oui, je pense qu'il y a Cédric, il y a Benoît, Saint-Denis. Tu as aussi Mathieu, son coéquipier d'entraînement.
Ouais. Cyril aussi qui va. Enfin, Cyril, il est déjà, mais il faut qu'il conclue. Il n'a plus le temps devant lui. Il faut vraiment tête baissée, parce qu'il y a Espinal qui est là aussi, donc là ça va être ça va être compliqué, mais je pense qu'il peut passer. Il peut passer. Bon, j'espère. Après, c'est le cœur qui parle. Cyril, c'est mon pote, donc c'est l'affect qui va parler. C'est pas le psyché. Donc bon. Et qui d'autre? Toi, qui tu vois, toi, qui va monter prochainement? Omar Sy? Franchement, prochainement, déjà, c'est bien que tu évoques Oumar Sy parce que Oumar Sy, c'est très solide en light heavyweight. C'est quelqu'un qui cut pas beaucoup, donc il n'a pas ce problème-là. Je pense qu'il peut créer énormément de surprises. Après, tu as évoqué des autres combattants qui est intéressant. Nassourdine, moi, j'avais tourné une vidéo sur les potentiels combattants qui pouvaient créer quelque chose à l'UFC. J'avais émis le nom de Nassourdine, mais Benoît Saint-Denis également. En fait, on a plein de combattants qui ont des qualités, des compétences incroyables. Maintenant, toutes ces compétences, toutes ces qualités, il faut qu'elles soient présentes le jour J à leur maximum. Donc, ça serait intéressant à suivre, mais c'est bien que tu nous aies donné ton avis sur le sujet. Ouais, et moi, Rizlen, que j'aime beaucoup. Rizlen Zouak. Ouais, j'aime beaucoup elle. Ouais. Ben, c'est bien que tu nous aies donné ton avis. Et moi, il y a une question à laquelle tu avais déjà répondu dans une de tes interviews. Je suis obligé de te la reposer. Avec toute cette expérience que tu as acquise, toutes les organisations par lesquelles tu es passé, pour moi, cette question, elle est obligatoire. Est-ce que l'envie de transmettre, c'est pas quelque chose que tu pourrais mettre en place? Parce que je trouve que c'est dommage que les jeunes ne bénéficient pas de tout ce que tu as rencontré dans ta vie de combattant. Alors, je te remercie la question parce que, en fait, là, je m'occupe d'une fille. Bon, elle a 36 ans, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'était une prof de philo qui a écrit 8 bouquins, 8 books, 8 bouquins donc, en philosophie. Et donc, elle a fait de l'aïkido. Et moi, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, écoute, elle m'a dit, j'aimerais un petit peu faire de la boxe. Je l'ai vu taper, tout ça, au sac et tout. J'ai dit, putain, merde. Donc, je m'en suis occupé pendant 2 ans. Bon, là, ça continue. Elle a fait elle a gagné la Coupe de France en kickboxing, donc je transmets. Bon, avec son travail, c'est un peu dur d'être vraiment être appuyé. Bon, il y a aussi l'âge, 36 ans, donc voilà. Je m'occupe, mais bon, je pense que, enfin voilà, j'aime. En fait, voilà, la question c'est oui, j'aime transmettre, mais quand on se met à fond, c'est-à-dire que je vois un petit peu une table, Cus D'Amato, Mike Tyson, avoir des gens autour de la table, puis comme moi je faisais en boxe anglaise aux États-Unis, tu bois, tu manges, tu chies-box, tu vois, pendant 15 jours. Et quand tu sors même 3 semaines ou même un mois, ou même, voilà. Et donc, transmettre, pour moi, ça fait partie de ça. C'est aussi bien dans la diététique, dans la préparation physique que dans la technique, et aussi dans les théories de combat, dans les agissements pour faire un game plan, hein, des tactiques. Donc là, j'ai aussi Lana qui s'entraîne chez Jean Skabowski. Je lui ai un petit plus, tu sais, pour passer après, pour faire une transition au MMA, et puis aussi performer en boxe thaï et en kickboxing. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a aussi, j'ai transmis aussi à Thomas Lemaire, qui est maintenant parti à Phuket, qui entraîne là-bas, et puis qui va recombattre, et puis qui est un super grand combattant. Donc pour l'instant, j'ai que des points positifs, mais avec les gens à qui j'ai transmis. Mais je n'attends rien, parce que je sais que les combattants, ils sont assez selfish, égocentriques, égotistes et tournés vers eux-mêmes. Donc, je me dis, voilà, si j'ai envie de perdre du temps, je fais ça. J'ai pas envie de perdre de temps, je le fais pas. Voilà. Parce que ça apporte pas grand-chose. Ça leur apporte. Moi, si c'est que perdre mon temps, non. Donc ça, là pour l'instant, j'ai trois outils que j'ai bien ciselés, que j'ai bien aiguisés. Donc j'en suis content. Le jour où je tombe sur un mec, puis que je lui donne tout, puis qu'il me redonne en me serrant une main avec une petite boulette de merde dedans, là, non, je redeviendrai misanthrope comme je l'ai toujours été. Ben, c'est bien que tu nous aies exposé tout ça parce que je pense que c'est intéressant déjà d'évoquer le fait que si tu veux te mettre en collaboration avec quelqu'un, il faut qu'il soit impliqué à 200%, il faut qu'il vive de ça, comme tu l'as dit, qu'il mange ça, qu'il rêve de ça. Donc c'est intéressant d'avoir ta philosophie sur le sujet. J'ai une dernière petite question avant qu'on puisse se quitter. Après toutes ces années dans les sports de combat, quelle a été la plus belle leçon que tu aies reçue? Que ce soit une leçon humaine ou autre. Hein. Que dans la vie, comme dans la cage, dans le ring, dès qu'il y a une once d'oxygène, il y a une possibilité. Voilà, je me dis, c'est un petit peu comme être vieux,
c'est plus. Ce n'est plus avoir d'objectifs. Enfin, c'est comme avoir des objectifs, mais de continuer à espérer. Quoi, tu vois, de plus avoir d'objectifs, mais de continuer à espérer. C'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu as une lueur d'espoir, voilà, c'est ça que je dis, never give up, ne jamais abandonner. Que ce soit quand tu veux arrêter de fumer, quand tu veux arrêter les drogues, quand tu veux arrêter le sucre, quand tu veux aller t'entraîner, il n'y a pas, comme ce matin, j'entraîne deux personnes à qui veulent perdre du poids, tout ça, c'est vraiment des amis. Et le mec, je lui dis, oui, non. Je dis, non, il faut que tu t'entraînes tous les jours, même si c'est que tu fais 3 air squats, 2 pompes et tout, je m'en fous. Il faut que ton cerveau dicte à ton corps que toutes les endomorphines que ça procure, c'est bon. Donc il faut que tu fasses ça. Donc ça voilà, c'est jamais laisser tomber. Jamais. Même si c'est un petit mouvement, jamais laisser tomber. Même si c'est aller remplir un papier pour avancer, pour aller chercher du travail, faut pas dire j'attends. Non, faut faire. Faut faire, faut pas espérer. C'est top de ta part. En tout cas, moi, je voulais te remercier, te rendre hommage, parce que Jérôme, tout ce que tu as construit depuis le début de tes combats dans les années 90 à aujourd'hui, moi, j'ai été déjà très fier de pouvoir suivre ça, tes combats au K1, le fait que tu puisses mettre à l'honneur la France, que tu aies fait briller le drapeau français. Je pense que tu mériterais d'avoir une place centrale dans les sports de combat aujourd'hui. Je pense qu'on peut se servir de ton expérience, ton expertise et de tout ce que tu as pu vivre. En tout cas, moi, je te remercie énormément. Je te félicite pour l'ensemble de ta carrière. Ça a été un plaisir. Thank you. Merci beaucoup. Merci à toi, Jérôme.